Invité du Grand Direct ce soir, le journaliste Yves Mamou, auteur de ce livre Hezbollah, dernier acte, publié aux éditions Plein Jour et qui vient tout juste de paraître. Bonsoir Yves Mamou. Bonsoir. Merci d'être là. On vous avait reçu il y a quelques mois ici même dans ce studio. Vous étiez en pleine préparation de cet ouvrage. Vous nous en aviez expliqué un petit peu l'origine. On rappelle que vous avez été journaliste au service économique du Monde pendant très longtemps. C'est ça. Et c'est là que vous avez eu la première idée de vous intéresser finalement au financement de cette organisation très spéciale qu'est le Hezbollah. C'est vrai, je me suis intéressé au Hezbollah par l'économie, parce qu'à l'été 2006, à la fin de la guerre entre Israël et le Hezbollah, mon attention a été attirée par une dépêche AFP qui expliquait que le Hezbollah avait immédiatement à sa disposition 300 millions de dollars à distribuer aux paysans du sud Liban pour reconstruire leurs maisons, pour reconstruire leurs poulaillers, pour réparer les routes, etc. Et l'énormité de la somme m'a absolument fasciné parce que ce n'était évidemment pas les cotisations des militants qui fournissaient cette somme extravagante. Et d'ailleurs, le Hezbollah ne s'en cachait pas. Il disait que l'argent venait en grande partie de l'Iran. Et du coup, je me suis dit, mais alors si l'Iran donne autant, d'où vient le reste ? Et donc, j'ai commencé à m'intéresser... Parce que ce n'est pas la totalité du budget de fonctionnement que donne l'Iran, évidemment. Non. Ouais. Il y a très peu d'écrits sur qui finance et comment vit le Hezbollah, alors que c'est une organisation qui est quasiment un État dans l'État au Liban, qui gère un système de sécurité sociale très performant. Oui, ce que vous détaillez d'ailleurs très bien dans ce livre, c'est un peu la multitude finalement de tentacules qu'a cette pieuvre. Effectivement, c'est une pieuvre. Donc c'est un vrai système social parfaitement intégré au Liban qui gère une armée plus puissante que l'armée libanaise, qui gère des instituts de sécurité sociale, qui gère des écoles, des hôpitaux, des systèmes d'irrigation. Enfin bon, c'est incroyable. Et donc je me suis intéressé au Hezbollah par ce biais-là et j'ai commencé à faire des recherches. Il y avait assez peu de choses, il y avait beaucoup de travaux de chercheurs américains, et puis très vite on tombe sur des choses un peu curieuses, on découvre des déclarations de la DEA, la Drug Enforcement Administration, qui est l'organisme anti-drogue américain, et on s'aperçoit que le Hezbollah il citait un nombre incroyablement fréquent de fois dans le trafic de drogue. Alors on se dit mais pourquoi, comment, etc. Et donc petit à petit, j'ai dessiné en, disons, 15 jours à peu près un système de financement assez complet qui passait par des dons iraniens, le racket des communautés chiites un peu partout dans le monde. Parce qu'il y a une grosse diaspora finalement libanaise. C'est ça qui est très intéressant. Ouais. Et en Afrique, par exemple, le commerce du diamant, il est géré par les chiites libanais qui ont émigré en Afrique dans la Corne de l'Ouest à la fin du 19e siècle. Ouais. Et donc ces communautés sont aujourd'hui pénétrées par le Hezbollah, elles sont contactées. Il y a eu un événement célèbre, il y a une quinzaine d'années, il y a un avion de la UTA qui s'est écrasé, qui faisait la liaison Cotonou-Beyrouth, qui s'est écrasé, et à l'intérieur, tout le monde est mort, et on savait qu'il y avait des responsables du Hezbollah dedans, et leurs valises étaient des valises pleines de billets de banque, donc, qui était vraisemblablement le résultat de leur quête auprès des communautés chiites locales. Donc il y a ça, il y a l'Iran, il y a le racket des communautés, volontaires ou pas d'ailleurs, on ne sait pas si les gens donnent ou s'ils sont par la violence ou si c'est pacifiquement. Et on tombe surtout sur le trafic de drogue qui est extrêmement important parce que bon nombre d'organisations islamistes, le Hezbollah et aussi le Hamas et le djihad islamique, sont dans une zone de l'Amérique latine, à la frontière parce que c'est pas seulement le trafic de drogue intramuros, on va dire au Liban, où il y a effectivement du trafic. Ils gèrent le trafic, le hashish qui est cultivé traditionnellement au Liban, mais ils ont très fortement investi le commerce de la cocaïne en direction du Moyen-Orient et en direction de l'Europe. Et donc, alors, pour les États-Unis, ils ne s'intéressent pas à ça directement parce que le gros de la cocaïne qui arrive aux États-Unis arrive par le Mexique. Donc, c'est des locomotives, disons, de cocaïne. Donc, pour les Américains, c'est marginal. Mais néanmoins, comme ils essayent de couvrir tous les aspects de la chose, ils parlent du Hezbollah assez fréquemment qui gère des flux mineurs, mais qui génèrent quand même des dizaines et des dizaines de millions de dollars d'argent sale qui alimente le Moyen-Orient et l'Europe. Et donc, on découvre ça, alors plus de la contrefaçon, le Hezbollah... Oui, alors ça aussi, c'est un aspect méconnu que vous expliquez bien dans votre livre. Qui est totalement passé sous silence par tout le monde, sauf de temps en temps, il y a un événement, alors en Allemagne, on s'aperçoit qu'il y a des freins, des faux freins de la marque Bosch, par exemple, qui sont distribués dans les systèmes de garage, dans les garages, et puis il y a des gens qui meurent parce que les faux freins Bosch, c'est pas des freins, donc ils freinent pas. Et ça, c'est le Hezbollah qui participe à cette
qui participe à ça et qui recueille des fonds. C'est un investissement très lucratif, la contrefaçon, et c'est assez dangereux. Ils sont aussi dans la contrefaçon de médicaments. Le Captagon, qui est un médicament assez dangereux, qui est aujourd'hui extrêmement utilisé dans les pays producteurs de pétrole par les gens très riches, parce que c'est un peu comme la cocaïne, ça génère des émotions assez sophistiquées. C'est le Hezbollah qui les fabrique et qui le distribue. Enfin bon, donc il y a toute une gamme de financements illicites qui a fait que ça m'a intéressé. Et je me suis dit, parmi les 300 millions de dollars que le Hezbollah distribuait au Liban en 2006 pour reconstruire le sud du pays, c'était en grande partie de l'argent sale. Ouais. Alors il y a aussi un aspect intéressant que vous expliquez dans votre livre. Justement, vous parliez tout à l'heure de ce maillage social au Liban. C'est vrai que le Hezbollah, on va dire, a eu l'intelligence d'acheter en quelque sorte sa popularité auprès des Libanais. Le Hezbollah, il est né au moment où l'armée israélienne a envahi le sud Liban en 1982 pour se débarrasser des organisations palestiniennes qui squattaient le sud Liban et menaient des attaques sur Israël. Donc les chars du général Sharon sont rentrés et, surprise, les paysans chiites qui vivaient là, sous la coupe des organisations palestiniennes, ont accueilli les Israéliens avec des fleurs et du riz. Et donc Nasrallah, pas Nasrallah, mais disons les fondateurs du Hezbollah à ce moment-là se sont dit, si on fonde un mouvement anti-israélien, il n'est pas question de vivre aux dépens de la population comme vivaient les organisations palestiniennes. Donc il faut que cette population soit à nous, parce que c'est notre meilleur rempart aussi contre l'armée israélienne, c'est aussi contre l'espionnage, contre les systèmes d'information qui peuvent nous être nuisibles. Donc ils ont mis en place un système de sécurité sociale qui fait que les pauvres sont aidés, que les malades sont soignés, que quand il y a quelqu'un qui décède, les dirigeants du mouvement lui rendent visite. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, Nasrallah a donné une interview à un journal arabe parce qu'il venait de perdre son fils, qui était un militant du Hezbollah. Il a été tué dans une escarmouche avec une unité d'élite de l'armée israélienne. Et dans l'homélie qu'il a prononcée à ce moment-là, il a remercié Allah d'avoir permis que son fils meure, parce que du coup, il disait, quand maintenant je vais aller visiter les familles parce qu'elles ont perdu un enfant ou un membre de leur famille, je saurais quoi leur dire, parce que moi aussi j'ai été touché dans ma chair et dans mon sang. Ouais. Et je trouvais que c'était une utilisation politique de la mort de son fils qui était extraordinaire. Alors vous expliquez également qu'il y a un réseau aussi médiatique très important, un empire médiatique même pour le Hezbollah au Liban, et puis même son propre réseau de télécom. De télécom. Ouais. Ça c'est extraordinaire. Alors bien sûr, parce que Nasrallah c'est un tribun. Donc, quand il est arrivé, quand il est devenu, disons, secrétaire général du mouvement, il fallait que son talent trouve à s'exprimer. Donc, il y avait déjà la chaîne Al-Manar qui existait, mais la puissance de cette chaîne a été démultipliée. Il y a des clones partout, et le mouvement Internet a été parfaitement capté par le mouvement Hezbollah, qui a mis au point des dizaines de sites Internet spécialisés. Il y en a qui sont dédiés directement aux dirigeants, il y en a d'autres qui sont spécialisés sur la lutte contre Israël, il y en a d'autres sur la vie des Palestiniens, il y en a d'autres sur beaucoup de sites religieux, parce que le message religieux du Hezbollah est aussi extrêmement important. Et donc, tout ce système fonctionne très très bien ensemble. Et d'ailleurs, les premières critiques de ce livre viennent des médias du Hezbollah, qui organise une veille extrêmement attentive sur tout ce qui s'écrit et tout ce qui peut se dire sur le mouvement. Ouais, ce qui est effectivement assez étonnant et peut-être même inquiétant. Alors, ça s'appelle Hezbollah Dernier Acte. Ça veut dire quoi? Vous envisagez une possible disparition du Hezbollah, ou là, il est en train de se passer? Non, parce qu'il faut qu'on en vienne à l'actualité. Ce que je voulais dire par la Dernier Acte, c'est que pendant 30 ans, ce mouvement a vécu et a entretenu l'idée, aussi bien en Europe que dans la population arabe et musulmane, qu'il était un mouvement uniquement dédié à la défense de la Palestine et à la reconquête de la Palestine. Et brusquement, cette image a volé en éclats avec l'irruption de la guerre civile en Syrie et l'entrée du mouvement Hezbollah en guerre aux côtés des forces de Bachar al-Assad. Pendant 30 ans, le Hezbollah a répété qu'il était halal, c'est-à-dire béni par Dieu de tuer des soldats israéliens, et haram pour des musulmans de s'entretuer entre eux. Et tout d'un coup, on voit le Hezbollah qui fait exactement le contraire de ce qu'il prône depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'au nom de la libération de la Palestine, il va massacrer d'abord des centaines et des milliers de sunnites en Syrie. Et ça a été, on le voit mal en Europe, mais dans la presse, quand on lit la presse arabe, c'est quelque chose qui a été
terrible. Je veux dire, les musulmans... Donc le prestige en a pris un coup. C'est plus que le prestige, c'est qu'aujourd'hui, en Syrie, les photos de Nasrallah, il a une étoile de David sur le front. Je veux dire, il est pire, estampillé, suppôt des Juifs et d'Israël, quoi. C'est ennemi d'Allah, quoi. Et d'ailleurs, le cheikh Al-Qaradawi, qui est l'un des plus grands prédicateurs musulmans, qui a une chronique sur Al Jazeera, qui est suivie par des dizaines de millions de fidèles, il a baptisé le Hezbollah. Vous savez que Hezbollah, ça veut dire Hezb Allah, c'est le parti de Dieu. Et pour Qaradawi, c'est Hezb al-Shaytan, c'est-à-dire le parti de Satan aujourd'hui. Et ça, c'est une marque d'infamie aujourd'hui. Et les combattants syriens contre Bachar al-Assad ne parlent pas du Hezbollah, ils parlent de Hezb al-Shaytan, c'est-à-dire du parti, ils combattent le parti de Satan. Et c'est en ça que c'est le dernier acte. C'est-à-dire que toute la stratégie de ce mouvement qui a été de construire une image de rigueur, d'honnêteté et de force contre Israël a volé littéralement en éclats parce que les intérêts de l'Iran étaient que le Hezbollah vienne soutenir le régime de Bachar al-Assad pour l'empêcher de s'effondrer. Alors justement, aujourd'hui, on voit que l'Iran, qui est affaibli économiquement, peut-être pas politiquement, mais en tout cas économiquement, a-t-elle toujours les moyens de soutenir autant le Hezbollah? Est-ce qu'il n'y a pas là une faille aujourd'hui? On voit qu'il est visé même dans son fief à Beyrouth avec des attentats à suicide. Ça, c'est très intéressant. Alors, le soutien économique de l'Iran, vous avez raison, il s'est affaibli progressivement au fur et à mesure que l'embargo montait en puissance. Au fur et à mesure que l'Iran voyait ses recettes pétrolières et gazières se réduire, il est certain que l'aide qu'il a apportée au mouvement a diminué. Donc l'incitation de Téhéran à Hezbollah, c'était de dire débrouillez-vous pour trouver de l'argent. D'où le trafic de drogue dont on parlait tout à l'heure, qui a pris beaucoup d'ampleur parce que le New York Times, l'année dernière, a révélé par exemple le scandale de la Lebanese Canadian Bank, qui était une banque libanaise par lequel transitait un énorme système de blanchiment de l'argent où l'argent de la drogue servait à acheter des voitures usagées aux États-Unis. Ces voitures étaient expédiées en Afrique, revendues localement, et les recettes de ce trafic de voitures revenaient mélangées à l'argent de la drogue dans les caisses de la Lebanese Canadian Bank, dont une partie allait rémunérer le Hezbollah. Donc ce système a été mis à jour à l'occasion du rachat de la Lebanese Canadian Bank par la Société Générale Française. Et donc tout d'un coup, on a vu comment on a eu accès tout d'un coup à l'un des systèmes de financement du Hezbollah. Et ce n'était pas des milliers de dollars, c'était des centaines de millions de dollars qui étaient en jeu. Donc c'était ça. Alors du coup, voilà. Alors pour revenir à votre question qui était... l'Iran, l'embargo, oui, et puis l'affaiblissement finalement du Hezbollah aujourd'hui. Est-ce qu'il est vulnérable? Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui... Il est vulnérable aujourd'hui sur son propre territoire. Parce qu'à partir du moment où il est devenu l'ennemi des Arabes sunnites principalement, et non pas d'Israël, je veux dire, on lui applique les méthodes qu'il a lui-même appliquées aux autres pendant 30 ans. C'est-à-dire le terrorisme, les attentats à la voiture piégée, les assassinats de dirigeants. Et aujourd'hui, il est sur la défensive dans son propre fief, alors qu'il se déploie en même temps en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad. Et c'est très frappant d'ailleurs les photos qu'on peut voir sur Beyrouth, c'est dans les quartiers chiites, c'est qu'il y a des sacs de sable devant les boutiques, tout le monde a peur, et alors que c'était la zone autrefois les plus sécurisées du pays, parce que le Hezbollah régnait en maître. Mais il reste toujours, à votre avis, un maillon important de la société libanaise? Il reste un élément fondamental, parce que l'armement du Hezbollah fait qu'il est aujourd'hui, malgré tout, il demeure la pièce maîtresse du pays. Mais grâce et à cause de cet armement. Mais en même temps, il est politiquement à poil, si je puis dire. Parce que je veux dire, toute son idéologie de je lutte pour la Palestine a volé en éclats. On sait très bien aujourd'hui qu'il n'est qu'un pion de Téhéran. Et il n'est perçu que comme ça. Et les Arabes chiites du Hezbollah sont perçus comme des traîtres par l'ensemble des autres Arabes du Moyen-Orient. Est-ce qu'à votre avis, parce que vous en parlez à la fin, l'hypothèse d'une confrontation avec Israël est d'actualité? Elle est d'actualité, mais pas tout de suite, à mon avis, parce que le Hezbollah est déjà une bonne partie de ses forces en Syrie. Donc, il aurait, à mon avis, serait stratégiquement impensable qu'il ouvre un deuxième front avec Israël, qui, lui, depuis 2006, s'est préparé à une confrontation. Je veux dire, je lisais ce matin dans le Jérusalem Post qu'il y avait des manœuvres et des exercices spécifiques au cas où des milices du Hezbollah tenteraient de s'accaparer une petite partie du territoire israélien. Donc on voit qu'au contraire, l'état-major est prêt à réagir au moindre mouvement. Donc il est peu vraisemblable que le Hezbollah ouvre un deuxième front. Mais il n'est pas exclu non plus que dans une tentative désespérée, pour récupérer une image qu'il a perdue, c'est-à-dire celle du vaillant combattant, du chevalier blanc de la lutte contre Israël, il tente un acte désespéré.
Voilà, et donc tout va dépendre aussi des discussions qui vont avoir lieu sur le nucléaire iranien, tout va dépendre des luttes de pouvoir interne à Téhéran, c'est une situation assez confuse, assez compliquée, et dont on ne voit pas bien pour l'instant où est-ce que ça va aboutir. Le lien avec Téhéran reste toujours aussi fort aujourd'hui? Non seulement il est aussi fort, mais il est clair que le Hezbollah ne serait jamais allé en Syrie si Téhéran ne lui avait pas intimé l'ordre, parce que l'Iran ne pouvait pas aller directement en Syrie parce que ça devenait une internationalisation du conflit. Donc une internationalisation du conflit, ça veut dire que tous les autres pays arabes en auraient envoyé des troupes. Donc il n'était pas question de ça. Donc le Hezbollah n'étant pas un État, il a pu intervenir pour l'Iran aux côtés de Bachar el-Assad sans qu'on puisse parler officiellement d'internationalisation du conflit. Merci Yves Mamou. Je rappelle donc le titre de votre livre, il vient tout juste de sortir. Hezbollah, dernier acte, c'est publié aux éditions Plein Jour. Merci d'être venu en parler dans le Grand Direct. Et à très bientôt. Merci beaucoup.